Vous êtes historienne, vous êtes juriste. Que représente pour vous le mois de l'histoire des Noirs et pourquoi est-ce important de célébrer cet événement chaque année et pourquoi en février? Donc, on a beaucoup de valeurs qui nous unissent. Donc, on est plus unis que séparés, mais on dirait, quand on écoute les infos ou quand on regarde les gens, on dirait qu'on s'attache plus à la séparation qu'à l'union. Bonjour, toujours dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs au Québec, le podcast Le Réseau se joint à la table de concertation de l'histoire des Noirs au Québec sur le thème Les racines du Québec noir, héritage et contribution des Afro-Canadiens. Dans cette lancée et dans ce cadre, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Madame Caritas Nishimigwe, juriste et historienne originaire du Burundi. Bonjour Caritas, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Merci. Toi-même, Pénélope. Merci beaucoup Caritas, je me porte bien. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de te recevoir sur ce plateau. Peux-tu nous parler un peu de tes origines et de ton parcours avant de t'installer au Québec? Mon nom, c'est Caritas Nishimigwe. Caritas est un prénom latin qui veut dire charité. Nishimigwe, c'est un nom du Burundi qui veut dire que Dieu soit remercié. Je suis troisième d'une fratrie de 9 enfants, 5 filles et 4 garçons. Donc, mon pays d'origine est le Burundi. C'est le 10e pays le plus petit d'Afrique. Je vais vous le situer géographiquement. Ces pays limitrophes, c'est le Rwanda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. J'ai grandi dans un village à 40 km de la capitale, qui est Bujumbura. J'y ai fait mes études primaires et secondaires. Dans mon village, on vivait de l'agriculture. Donc, on cultivait le blé, les pommes de terre, on cultivait les petits pois, etc., etc. Donc, j'ai grandi en sachant qu'il faut vivre de son labeur. Donc, comment dirais-je, c'est le principe, c'est dans cette philosophie-là que j'ai grandi. Après ça, j'ai fait l'université, justement, où je me suis spécialisée en histoire. Et j'ai terminé avec un travail sur l'apartheid. Je pense que dans ces années-là, c'était ça. Donc, j'ai travaillé sur le rôle de l'unité africaine dans la lutte contre l'apartheid. Très intéressant. J'ai enseigné l'histoire de l'Afrique. J'ai enseigné l'histoire des guerres dans une école secondaire et j'ai travaillé également comme conseillère au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Après ça, alors, je suis venue au Canada. Je me rappelle même de la date de mon arrivée, c'était le 17 août 93. Voilà. Okay. Merci beaucoup, chère Caritas, de ce beau parcours. Et je retiens de votre parcours que c'est en travaillant qu'on obtient, travaillant dur, qu'on obtient ce qu'il nous faut pour vivre. C'est une excellente expérience. Et en arrivant au Québec, si j'ai bon souvenir, vous avez fait le droit à l'Université Laval et vous avez travaillé sur la question de la violence des femmes. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les femmes immigrantes qui arrivent ici et le type de violence qu'elles peuvent rencontrer? C'est une question qui n'est pas facile parce que chaque femme qui arrive ici a son propre vécu. Mais dans le cadre de ma recherche sur la violence, j'étais plutôt, à ce moment-là, j'étais plutôt, pas impressionnée, mais surprise qu'une femme qui tue son homme
devant, euh, devant, disons, les tribunaux, pouvaient s'en sortir en invoquant la légitime défense. Défense, ok. Alors, ça me surprenait parce que c'est quelque chose que je rencontrais qui n'existe pas chez nous. Alors, je suis allée voir par curiosité. Maintenant, ce que les femmes immigrantes ou noires peuvent vivre ici, je pense que ça doit être des violences, ça pourrait être des violences psychologiques ou physiques dues à leur état, à leur situation financière, comme partout ailleurs. Ou alors, ça pourrait aussi être la culture. Il y a des cultures, il y a des cultures où frapper une femme n'est pas nécessairement une infraction, où la femme peut s'habituer à ça. Il y en a de ça aussi. Donc, mais comme je te dis, on ne peut pas parler des problèmes de violence des femmes immigrantes. Chaque femme, quant à moi, a son vécu. Voilà. Merci beaucoup, Caritas. Ces questions aussi sont nécessaires parce que nous parlons de l'histoire des Noirs. Alors, vous êtes historienne, vous êtes juriste. Que représente pour vous le mois de l'histoire des Noirs et pourquoi est-ce important de célébrer cet événement chaque année et pourquoi en février? Bon, historiquement parlant, le mois de l'histoire des Noirs a commencé aux États-Unis en 1926. C'est l'historien Carter Woodson qui a lancé ce qu'on appelait à ce moment-là la Negro History Week. Ça se passait la deuxième semaine du mois de février. Ça avait été choisi en lien avec les anniversaires de deux grands hommes qui sont abolitionnistes. Donc, il y avait, comment il s'appelait, Frederick Douglass, mais il y avait aussi Abraham Lincoln. Donc, cette semaine était dédiée justement à la sensibilisation, à l'apprentissage des réalisations, des Noirs aux États-Unis. En 76, c'est là où on a décrété que ce serait le mois. Avant, c'était juste une semaine. Ok. Voilà. Alors, comme je dis, quand je parle de Lincoln, je ne peux pas me passer quand même de lire un petit paragraphe qui me touche personnellement, mais que je pense qui parle, qui est parlant, qui était parlant à cette époque-là, mais qui est parlant encore aujourd'hui, surtout quand il s'adresse, je dirais, aux communautés noires. Il dit, il nous revient à nous les vivants d'être dédiés ici à l'œuvre inachevée qu'ils ont si noblement avancée. Il nous revient plutôt d'être ici dédiés à la grande tâche qui nous attend, que de ces morts honorés, nous prenions une dévotion accrue à la cause pour laquelle ils ont donné la dernière pleine mesure de dévouement. Que nous résolvions ici fermement que ces morts ne sont pas morts en vain, que cette nation, sous Dieu, aura une nouvelle naissance de liberté et que le gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple, ne périra pas de la terre. Alors, pourquoi c'est important de célébrer le mois des Noirs? C'est la question. C'est parce que cette commémoration nous permet de créer une sorte d'espace de discussion, espace de dialogue et de réflexion. Donc, c'est une occasion normalement qui devait être là pour qu'on redonne vie à notre histoire qui est souvent oubliée, qu'on puisse parler de nos expériences, parler de nos forces, parler des enjeux qui sont communs aux immigrants noirs, notamment les inégalités, la discrimination systémique, etc. Finalement, ce mois de février aussi peut être une occasion de mettre en lumière nos succès, nos réussites et une occasion d'inspirer les jeunes. C'est d'inspirer les jeunes générations en montrant que malgré les obstacles qu'on subit, malgré les obstacles qu'on rencontre, le courage et la persévérance peuvent mener à d'immenses progrès sociaux. Merci beaucoup, Caritas. Je vais rebondir sur un mot là que vous venez de prononcer,
qui est très important, la persévérance. Heu, de nos jours, on a parfois affaire à une jeunesse un peu désespérée, à une jeunesse un peu découragée. Alors, comment aider ces jeunes à reprendre courage? Comment apprendre à ces jeunes que la vie, en fait, ce n'est pas cueillir une mangue déjà mûre, mais c'est de semer le grain, c'est d'attendre que l'arbre pousse et puis c'est d'attendre que les mangues paraissent, mais que d'attendre que la mangue mûrisse. Comment amener les jeunes afro-québécois aujourd'hui à être persévérants et à savoir attendre? C'est une bonne question, Pénélope. Personnellement, je pense que tout part d'une chose, tout part de l'éducation. L'éducation, quand tu apprends à un enfant, un jeune, tu lui parles de son histoire, tu lui parles des réussites, des succès, des échecs de ses, je dirais pas de ses ancêtres, mais d'autres communautés ou d'autres Noirs. Lorsque tu le sensibilises sur son histoire, c'est-à-dire d'où tu viens, d'où est-ce que tu viens, où tu es rendu, puis qu'est-ce que tu dois faire. Je pense qu'il faut les sensibiliser sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais je pense que les jeunes se trouvent un peu perdus dans leur identité, à la recherche toujours de leur identité. Les jeunes aussi se trouvent abandonnés par les discours qu'ils entendent, puis se questionnent. Les jeunes voient leurs parents, disons, dans des situations peut-être fragiles. Alors, je pense que c'est par l'éducation à la maison, puis l'éducation à l'école qu'on pourra s'en sortir. Parlons de l'éducation. Alors, je vais revenir. Je sais que vous êtes mère de 2 filles, hein, et que vous êtes mariée à un Canadien de souche. Alors, moi, la question que je me pose est comment est-ce que vous abordez leur éducation tout en préservant ou bien en transmettant votre culture d'origine burundaise et la culture canadienne acadienne qui est celle de leur père? Comment faites-vous pour transmettre ça dans l'éducation? Je vous dirais que c'est pas évident. C'est pas du tout évident lorsque tu éduques des enfants dans un contexte de, je dirais, dans un contexte de relations mixtes. Mais l'objectif, bon, je vais parler plutôt en termes d'objectif. L'objectif qu'on a, c'est de leur offrir un cadre où ils puissent se sentir valorisés, enrichis bien entendu par les deux Les 2 cultures, cultures, oui. pour qu'ils puissent s'ouvrir au monde euh, en tant que personnes issues justement de deux différentes cultures. Moi, je les encourage beaucoup à explorer d'autres cultures. J'ai toujours discuté avec mes filles des questions identitaires. J'ai toujours discuté de leurs ressentis, de leur vécu, de leurs questionnements, pour leur permettre de mieux comprendre qui elles sont et intégrer les deux facettes justement de leur personnalité. OK, merci beaucoup Caritas. On va revenir, au mois de l'histoire des Noirs. Il y a un proverbe non, c'est une citation de Bob Marley, hein, je pense dans Buffalo Soldier qui dit, «Si je ne sais pas d'où je viens, je ne saurais pas» mais je vais le dire comme ça, pas exactement comme il dit. «Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu pars, si tu ne sauras pas quelles sont tes origines, tu ne sauras pas quels sont tes combats». Alors, aujourd'hui, nous célébrons le mois de l'histoire des Noirs. Quel impact penses-tu que le mois de l'histoire des Noirs ait sur les communautés noires au Québec et ailleurs? Lorsqu'on parle d'impact, ce que je vois, moi, c'est je devrais analyser cette chose, voir c'est quoi l'impact sur les Noirs. Euh, mais comme j'ai pas cette analyse, je vais juste te dire que l'impact qu'il devrait avoir, c'est de créer un sentiment d'appartenance et de solidarité, une sorte de tribune où on revient sur ce qu'on est, on profite pour laisser l'héritage à nos jeunes. C'est une occasion aussi de manifester notre fierté
d'être noir et d'avoir une identité et de montrer aussi qu'on peut s'intégrer à l'intérieur de la société québécoise. Merci Caritas. En tant que femme noire, comment vis-tu ton identité culturelle dans un environnement qui est majoritairement canadien, français? Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers? Je dirais que les défis que je rencontre ne sont pas nécessairement dus au fait que je suis une femme, mais peut-être que je suis noire, oui. Alors, je te dirais que j'ai une fierté particulière d'être noire, d'être une femme noire, mais je peux te dire aussi que j'ai traversé des chemins semés d'embûches, je dirais ça comme ça. Alors, et même si je chéris mes racines, mes traditions, il arrive que je croise comme on appelle, des microagressions. Et comment dirais-je, comment je me comporte par rapport à ça, c'est l'histoire qui vient me nourrir. L'histoire vient me nourrir en me disant, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Ok, donc on peut dire que malgré quelques défis qu'on peut rencontrer en tant que noir, Mhm. il faut aller de l'avant, il faut avancer. Absolument, Ok, absolument. il y a, ben moi, j'oublie les citations exactes, mais je les dis comme je les entends là. Il y a un proverbe africain qui dit, euh, quand on arrive dans un village, hein, quand les gens dansent avec la jambe gauche, hein, il faut danser avec la jambe gauche. Hein. Mais est-ce que cela n'est pas une forme d'assimilation? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre à danser avec la jambe gauche tout en gardant le fait de danser avec la jambe droite qu'on a appris chez nous? Absolument. Est-ce que pour être québécois ici ou canadien, il faut absolument s'assimiler ou bien s'intégrer? Je pense, je pense on ne peut pas demander aux gens d'être assimilés, puis ce n'est pas ça non plus l'intégration, dans le sens où on arrive avec notre histoire, on a nos cultures. Par contre, ce que je dirais, on doit s'adapter aux réalités. Exemple que je peux te donner, disons, on arrive ici, puis il y a la notion d'égalité homme-femme. Je pense que c'est la valeur de cette société et on doit l'épouser entre guillemets. Mais moi, ce qui me dérange, par contre, c'est que on, on a tendance à croire qu'on arrive ici sans histoire, donc qu'on on est démuni de l'histoire, mais on arrive ici avec notre passé, avec l'histoire, et je reconnais qu'on a de bonnes choses ici. On a de bonnes choses qu'on amène et que les gens d'ici devraient peut-être les prendre aussi. Donc, il y aurait une sorte d'échange sur les bonnes choses. Alors, on n'est pas que mauvais. Voilà. Ok, je vais rebondir sur l'échange, en fait. Est-ce que tu penses que nous, on devrait aller présenter nos cultures d'origine ou bien attendre que celui qui nous accueille vienne nous demander comment on fait le pondu chez vous, par exemple? Ou bien c'est nous qui allons leur dire, ah, vous êtes chez moi aujourd'hui, eh bien, je vais vous faire manger le pondu. Je pense qu'il faut qu'on aille vers eux. C'est-à-dire comme là, ce mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs, devrait aussi nous servir à ça. C'est-à-dire parler de l'histoire de nos pays, parler, dire aux Québécois, par exemple, que nous venons des pays africains francophones, que nous partageons le français, que nous partageons l'entraide. Nous sommes quand même des gens qui viennent des pays, je dirais, catholiques, qui rejoint quand même ce qu'était le Québec il y a plusieurs années. Donc, on a beaucoup de valeurs qui nous unissent. Donc, on est plus unis que séparés, mais on dirait, quand on écoute les infos ou quand on regarde les gens, on dirait qu'on s'attache plus à la séparation qu'à l'union. Voilà. Très, très belle perspective. Et je vais
poser une question sur la langue. Donc, vous avez parlé du français. Ben, le français, c'est vrai, c'est une langue qui est commune aux Québécois et à plusieurs pays d'Afrique déjà. Toi, tu viens d'un pays francophone, moi, je viens d'un pays francophone. Et en Afrique, il y a beaucoup de pays francophones. Mais il y a aussi le fait que la langue, c'est une identité. Il faut être au Québec, par exemple, pour se rendre compte que le français, ça fait partie de l'identité québécoise parce qu'ils se battent vraiment pour que cette langue puisse vivre et continuer à être. Mhm. Alors, de ce fait, la langue peut aussi être aussi un pont. Alors, comment pourrions-nous mieux partager cette langue et lui redonner cette vocation de pont entre toutes les cultures pour pouvoir enrichir notre vivre ensemble au Québec? Oui. Ça fait beaucoup de questions, Ouais, ça fait mais beaucoup je de pense que questions, mais on pourrait, encore une fois, je vais revenir sur l'éducation. Heu, il faudrait que conscientiser plutôt les jeunes, conscientiser aussi le public sur le fait que le français est une langue commune et que ça devrait être justement un élément de cohésion, heu, qu'on puisse échanger sur les écrits en français, les écrits par les immigrants, qu'on puisse échanger sur, les musées, tu sais, toutes ces choses-là où le français, heu, doit être un lien d'union, je dirais, entre les peuples, les immigrants puis, les Québécois. merci Caritas. Mmh. On revient encore sur le mois de l'histoire des Noirs, puisque c'est ce qui nous réunit ici. Euh, Si évolution il y a, comment perçois-tu cette évolution de la reconnaissance de l'histoire des Noirs au Canada et quel rôle l'éducation peut jouer dans l'évolution du mois de l'histoire des Noirs? Si à la base, le mois de l'histoire des Noirs était lié aux droits, est-ce que il nous reste encore des droits à aller chercher? Est-ce que nos droits ne sont pas respectés? Mais comment tout cela peut entrer dans l'éducation, qu'elle soit formelle ou informelle? OK, je comprends. De un, je vais d'abord répondre à la question, on a est-ce qu'il reste des droits à aller chercher? Oui, Tu sais, lorsqu'on regarde les immigrants noirs, la première question qui se pose, c'est le travail versus les études. Est-ce que ce sont des droits? Ça, je ne vais pas entrer là-dedans, mais on voit que on continue à vivre dans la pauvreté, au seuil même du minimum. On a beaucoup de scolarité, on n'a pas de job. Quand tu regardes, on ne trouve pas d'emploi. On fait des efforts dans le secteur public en encourageant une discrimination positive qui a ses avantages et ses inconvénients. Euh, on a des droits à aller chercher. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, tu me dis, quelle est la part de l'éducation dedans? Sais-tu, Mandela, ce qu'il disait, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Donc, si on veut que les choses évoluent, oui, il faut aller à l'école, oui, il faut apprendre aux enfants, aux jeunes, aux adultes, il faut leur apprendre qui sont ces immigrants, d'où ils viennent, c'est quoi leur histoire, qu'ils sont capables et qu'ils parlent français, exemple. Puis, il y a aussi une autre citation que j'aime, c'est de William Battles. Il dit, l'éducation, ce n'est pas de remplir un seau, ce n'est pas de remplir un seau, c'est d'allumer un feu. Donc, c'est par l'éducation qu'on va acquérir nos droits. C'est en conscientisant les jeunes noirs de ce qu'ils peuvent avoir, de ce qu'ils peuvent faire. C'est de conscientiser les jeunes Québécois de qui nous sommes. Et lorsqu'ils voient qu'en classe, ces jeunes noirs réussissent autant que eux, s'ils voient tout ça, un jour, je te dis un jour,
on pourra justement avoir ces droits-là. Merci beaucoup de nous faire déjà ce rappel d'une tête bien faite au lieu de celle bien pleine en matière d'éducation. Caritas, j'essaie de comprendre dans tout le parcours qu'on a eu ce soir à propos du mois de l'histoire des Noirs. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, c'est bien de célébrer l'histoire, mais c'est encore bien de regarder l'avenir parce que l'histoire contient l'avenir. Alors, en vous écoutant aussi, excusez-moi parce que je vous tutoie, je vous vois, Je je suis pense que très impressionnée. d'accord, je trouvais moi aussi. En t'écoutant parler, Caritas, il y a une impression, je ne sais pas si c'est une impression, mais comme dirait le psalmiste, l'histoire contient les germes de l'avenir. C'est l'impression que j'ai quand je t'écoute, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y a aussi l'avenir. L'histoire, c'est juste pas le passé, c'est aussi tout l'avenir qu'il y a. Et moi, dans tout ton parcours, il y a aussi cette dimension de la résilience. Alors, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui, selon toi, permet à la communauté noire de rester résiliente face aux défis de l'intégration, de l'adversité, le climat, hein, c'est une forme d'adversité quand on vient d'arriver, et des inégalités qu'on peut rencontrer aussi, le racisme systémique et autres. Ouais, je pense que la résilience de la communauté noire trouve ses racines dans plusieurs facteurs interconnectés. Tout d'abord, il y a leur histoire, ce qu'ils ont vécu, euh, les aide, inspire plutôt. Le passé va inspirer le futur. Il y a aussi, je dirais, l'entraide, la communauté qui s'entraide de façon formelle ou informelle. Ça aussi, ça aide aux gens de pouvoir affronter les difficultés. Puis enfin, et je pense que c'est pour beaucoup d'immigrants, il y a la croyance en Dieu. La croyance en Dieu et disons la croyance et la résilience, c'est des choses qui, je dirais, qui se nourrissent mutuellement. Et d'ailleurs, c'est, comme je disais, Boris Cyrulnik, Le grand spécialiste de la résilience. c'est exactement dit, la résilience, c'est la capacité de donner un sens à sa souffrance pour pouvoir la surmonter. Donc, je pense que la croyance des immigrants noirs, je dirais, en tout cas, je connais les Africains, je sais beaucoup d'Africains ont une grande croyance, ont beaucoup de gens qui croient en Dieu. Je pense que ça les aide à surmonter les difficultés. Voilà. Croyance et résilience, deux sœurs, Mm-hmm. pourquoi pas. Alors, nous tendons vers la fin de cette belle conversation. Merci à toi, Caritas. Alors, la dernière question que je vais te poser, c'est celle de savoir quel message souhaites-tu transmettre aux jeunes générations noires du Québec et comment vois-tu leur avenir dans cette province? Alors, voilà, je vais leur dire ceci. Vous portez en vous un héritage de résilience qui a toujours permis de surmonter l'adversité. Alors, même si le chemin comporte des obstacles, discrimination, préjugés, défis d'intégration, votre capacité à puiser dans votre histoire et à vous soutenir mutuellement est une force incroyable. Donc, soyez fiers de vos racines, de votre histoire et de votre richesse culturelle. Puis, une autre chose que je vais leur dire, c'est que l'avenir de la communauté noire ici à Québec repose sur l'énergie des jeunes, la créativité, l'engagement à construire un Québec. Dernière phrase,
que je vais vous dire, c'est ce n'est pas celui qui fait du bruit qui est le plus fort. Ce n'est pas celui qui tape le tam-tam qui est le plus fort. Le combattant est devant et celui qui tape le tam-tam est derrière. Voilà. Merci, chère Caritas. Donc, nous sommes à la fin de cette entrevue. Merci, chers auditeurs. Merci à la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on va dire? Les racines et les ailes. Pour pouvoir voler, il faut savoir se tenir debout. Et ici, pour se tenir debout, il faut avoir des racines. Il faut pouvoir s'enraciner. Pour nous, les Noirs qui arrivons ici, les racines, c'est notre histoire, ce sont nos origines, nos valeurs. Et les ailes ici, c'est l'intégration, c'est toute la culture québécoise. Donc, il faut les racines et les ailes pour entrer dans la dynamique du vivre ensemble au Québec. Merci à vous. Bon mois de l'histoire des Noirs et à très bientôt. Suivez-nous sur le réseau podcast. Merci.